Voilà, c'est fini. Les différentes phases de préparation de notre voyage sont terminées. Nous sommes prêts à partir. Le 20 décembre 2020, nous avons commencé les travaux de réfection de mon 6e et dernier appartement. Pour la première fois, nous avons mis le plafond par terre, ce qui nous a permis déjà de passer presque tout le faisceau électrique en l'air, donc de faire quelques dizaines de mètres de tranchées en moins dans les murs. Ensuite, de refaire un nouveau plafond avec une isolation thermique et phonique des plus efficaces. Le 15 mai 2021, cet appartement est fini et le résultat est plutôt satisfaisant. Deux, trois trucs de dernière minute à faire et le 20 mai, nous emmenons la Volvo faire un contrôle technique étant donné que nous devons la vendre le lendemain. Son moteur était froid et pour le faire chauffer rapidement, l'opérateur du contrôle technique l'a fait tourner à fond. Cela a cassé la courroie de distribution pourtant presque neuve et du coup, ça a cassé le moteur. Notre Volvo immortelle est morte à 450 000 km. La vente est annulée et elle part sous nos yeux ébahis à la casse. Dans l'urgence, nous louons une camionnette capable d'emmener 800 kg de matériel sur 650 km et, arrivés au port, nous en profitons pour faire un gros avitaillement de matières premières non périssables pour être en autonomie sur les 14 mois à venir. Ainsi, nous achetons 80 kg de croquettes pour Nino, 60 kg de farine, 25 de sucre, 50 kg de pâtes, autant de riz, 10 kg de purée. Nous ramenons tout cela à bord en faisant plusieurs voyages d'un convoi composé d'une barque tractée par notre annexe. En 2 jours, World Explorer s'est alourdi d'1,5 tonne. Comment font les gens qui naviguent sur un monocoque ? Pour une meilleure conservation, nous passons 2 jours à refaire des petits conditionnements avec le gruyère râpé, le riz, les pâtes, les lentilles, la farine, le sucre, le fromage, la purée. Finalement, nous arrivons rapidement au jeudi 27 mai, jour de notre départ. Nous avons 4 sources météo différentes, c'est sûr, nous sommes à l'orée d'une bonne et longue fenêtre météo. Le vent viendra de l'arrière pendant plusieurs jours. Nous partons à 18h et à 21h, nous sommes en haute mer au grand largue, à 8 nœuds, spectateurs de notre premier coucher de soleil hauturier, celui que nous attendions depuis 8 ans. Le lendemain, le vent n'est plus que de 12 ou 13 nœuds et notre vitesse diminue à 6 nœuds. J'en profite pour faire du pain. Nous sommes rapidement au milieu du golfe de Gascogne et plusieurs familles de dauphins viennent jouer avec les étraves.
Nous tournons en quart et, tout en surveillant l'horizon pour d'éventuels cargos, j'en profite pour cuisiner un peu. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, on va faire un barbecue. Les dauphins aimeraient-ils le filet mignon cuit au barbecue? C'est possible, car dès le début de la cuisson, c'est encore une autre famille de dauphins qui vient nous voir. Nous n'avons pas de gaz à bord, mais 16 mètres carrés de panneaux solaires qui alimentent 300 kg de batterie au lithium. C'est extraordinaire d'avoir de l'électricité à volonté. Or, pendant la cuisson, une minuscule petite bouée passe à quelques dizaines de mètres sur bâbord. C'est une palangre. Ouais, ce qui est con sur une palangre, c'est qu'il y a une bouée. Sous la bouée, tu as 500 mètres, 600 mètres de fil avec un hameçon tous les 5 mètres. Et en guise d'appât, tu as des petites plumes, des trucs comme ça. Donc c'est des appâts permanents, c'est pas des appâts temporaires. Et donc, sur la palangre qui est là, il n'y a aucun déflecteur radar. Il n'y a aucun émetteur AIS, rien du tout. Donc le mec qui a posé la palangre, il n'a absolument aucun moyen de la retrouver. Donc c'est clair que c'est une palangre qui est perdue. Néanmoins, il y a quand même 500-600 mètres de fil en dessous, avec quelques centaines d'hameçons qui ont des appâts permanents. Donc la palangre, elle pêche en continu. Il y a un poisson qui n'a rien demandé qui se met dessus. Le poisson se fait bouffer par un autre poisson, l'appât redevient libre et il y a un autre poisson qui n'a rien demandé qui se met dessus. Et c'est con parce que ça sert à rien, quoi. Voilà. C'est con parce que ça sert à rien. L'après-midi, nous touchons un peu plus de vent. Et ça paraît irréel, mais c'est sûr, nous avons presque traversé le très dangereux et le très redouté golfe de Gascogne. Nous approchons des côtes espagnoles, car on commence à voir de petits bateaux de pêche. On file 8 nœuds, donc, au coucher du soleil, nous verrons les lumières de la Corogne. C'est complètement irréel. Nous venons de faire la traversée du golfe de Gascogne en 48 heures, malgré rarement plus que 12 nœuds de vent. Ce bateau avance tout seul, c'est affolant. Et voilà, il n'est pas 20 heures et nous passons le phare de la Corogne. Maintenant, c'est le coucher du soleil. Il est 22h40, nous passons le cap Finistère. Le golfe de Gascogne est derrière nous, nous venons de le traverser et de passer tout en douceur un des 3 ou 4 endroits les plus dangereux du monde, là où il y a les plus grosses tempêtes en hiver. Toute la descente du Portugal se fera sur les chapeaux de roue, plein vent arrière, avec notre spi symétrique de 184 mètres carrés. Pour plus de sécurité, nous sommes dans le rail descendant des cargos. Ils ne peuvent que venir de l'arrière et nous rattraper. En une nuit, nous sommes à la latitude de Lisbonne. Le vent amolli, nous nous traînons à 5,6 nœuds. Maintenant, nous devons traverser le rail montant pour faire route à l'est vers le cap Saint-Vincent.
Le cap Saint-Vincent, deuxième cap le plus mythique d'Europe. Exactement comme à Ouessant, toute l'Espagne et donc toute l'Europe sont devant nous. Le cap Saint-Vincent aurait aussi pu s'appeler le cap Finistère. Nous fonctionnons toujours en quart, nous dormons chacun notre tour. J'ai toujours éprouvé une aversion particulière pour les trucs électroniques. Alors, je laisse le soin à Arnaud de télécharger la météo par satellite et de faire le routage. Faire le routage, c'est analyser différentes sources météo, se faire sa propre opinion et à partir de là, décider de passer plutôt par ici ou plutôt par là afin d'utiliser la meilleure force de vent ainsi que sa meilleure orientation. Le 3 juin, une demi-heure avant le lever du soleil, je découvre ces nuages en forme de vagues à l'horizon. C'est tout à fait exceptionnel de les voir en Europe, d'autant plus en mer, car normalement, ils ne sont visibles que dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Évidemment, c'est la première fois que j'en vois. Arnaud connaissait ces nuages, mais c'est aussi la première fois qu'il en observe. Ces nuages s'appellent des asperatus. Nous arrivons à Cadiz dans quelques heures. Nous venons de faire d'une traite 1000 milles, soit 1850 km. Ces nuages sont un cadeau du ciel pour clôturer cette première navigation dans les étoiles, en dehors de l'espace-temps. En arrivant à Cadiz, il y a des bateaux partout, et même de gros navires militaires américains qui font des ronds dans l'eau. Il faut faire attention. Ça y est, c'est fini. Nous embouquons le chenal d'entrée. 1870 km d'une traite en 6 jours et demi, avec de grosses zones pas assez ventées. La radio parle espagnol, il fait 25 degrés. Il y a une semaine, j'étais en polaire. Nous sommes passés de l'hiver à l'été. Ce bateau est une soucoupe volante. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du pont de Cadiz qui ressemble beaucoup au pont de Normandie, de ses innombrables places, de sa cathédrale et autres monuments, ainsi que de ses arbres ayant des troncs de 6 ou 7 mètres de diamètre aux racines gigantesques. À bientôt!